Donc, le titre, donc, je le redonne, c'est Photographier la peinture, de la photographie document de l'œuvre à la photographie de notation. Et donc le résumé, auquel on peut avoir accès sur Internet. Donc les taches de couleur au sol ont toujours existé dans l'atelier. Je ne sais comment, subitement, un jour, je les ai vues. Non pas comme une saleté pittoresque, mais comme de la peinture, une peinture sur le sol, des prolongations du tableau en dehors de ses limites. J'ai photographié ces taches de peinture comme d'autres phénomènes périphériques au tableau. La pratique photographique à l'atelier a généré des documents qui incarnaient un regard sur la peinture en train de se faire. Je pense aujourd'hui que cette activité photographique a largement contribué à une prise de conscience de mon travail en peinture et de ce qu'il est devenu par la suite. L'enregistrement photographique des œuvres fait partie de ce que l'on pourrait appeler la production de documents pour l'archive. Ces images sont destinées à la préservation d'une mémoire, à la création de dossiers ou bien à l'illustration de sites internet ou de publications. J'ai constaté chez d'autres peintres de ma génération que le passage au numérique a non seulement développé le travail de post-production directement lié à l'enregistrement des œuvres, le plus souvent assumé par l'artiste lui-même, mais qu'il a aussi facilité une activité photographique parallèle que certains artistes assimilent à de la notation ou du croquis. Photographier son propre travail implique de donner à voir, en même temps que les œuvres, le regard que nous portons sur elles. Mais la plupart du temps, ces images sont des documents. Le devenir œuvre de l'archive tient à une opération par laquelle, d'après Olivier Corpet, l'archive évite à l'œuvre de se renfermer sur elle-même, de se dégrader, voire de se perdre. L'archive peut alors lui sauver la mise, la remettre en mouvement. Donc, suite à cet arpentage, les mots-clés que vous avez peut-être, que vous apercevez derrière nous et que vous avez peut-être pu regarder plus en détail, c'est en fait une mise en relation de deux lectures et de réflexions classées sous la forme d'ensemble et que nous allons partager à Miguel. Donc on a chacune lu une partie de la thèse, mais vraiment une seule partie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que l'autre a lu. Et on n'est pas allé, on a essayé de respecter ça, ce qui n'était pas si facile. Du coup, la première question, ou en tout cas le premier mot qui nous est venu très vite, c'est le « je », qu'on retrouve dans la rédaction de la thèse et qui permet aussi de faire un lien peut-être vers la biographie et donc le parcours que tu évoquais juste avant. Merci déjà pour la lecture. Ça me rappelle l'histoire du mec qui rencontre un copain d'enfance et il dit « Ah, mais tu sais, j'ai fait de la musique. » Oui, je sais, j'ai acheté un disque de toi. Il dit « Ah ouais, c'est toi. » Donc en fait, déjà merci beaucoup pour avoir eu cette lecture. Comme je disais, oui, effectivement, j'ai entamé ce travail de thèse parce que, entre autres, je voulais devenir professeur aux Beaux-Arts et que, étant donné la tournure des choses, on voit aujourd'hui que de plus en plus des professeurs aux Beaux-Arts sont des docteurs. Et voilà. Et donc pour moi, c'était aussi l'opportunité de mettre des noms sur des choses qui s'est passées à l'atelier. Alors je crois que parmi nous, il y a une petite majorité des praticiens, on va dire ça comme ça, des artistes. Donc vous savez comme moi la difficulté qui existe dans la réflexion a posteriori d'un travail plastique. En tant qu'artiste, souvent on est amené à porter un travail issu de d'une intuition. Alors quand on dit intuition et débat avec des matériaux, assez difficile à expliquer ça avant. Par contre, le travail de réflexion a posteriori d'un travail plastique est un travail qui s'impose aussi et qui s'impose de plus en plus dans les écoles d'art. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et où est-ce que ça nous mène? Qu'est-ce que cela raconte? Non pas pour expliquer quoi que ce soit, mais tout simplement des fois pour mettre des noms à ce qu'on fait. Or, pour moi, ces récits autobiographiques dont tu parlais, le G, est une manière de raconter mon travail en peinture à partir de ma propre vision, c'est-à-dire la vision de l'artiste qui travaille dans son atelier et qui raconte ce qui se passe à l'atelier.
Je vais reculer un peu en arrière pour venir un peu à bout de ce que je fais actuellement. Parce que j'avais fait une école de beaux-arts à Madrid, bon, je suis espagnol, vous avez noté peut-être l'accent, et j'avais fait une école des beaux-arts un peu classique, dans le style des académies du fin des siècles, et qui n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé à Madrid dans les années où j'étais étudiant, c'est-à-dire les années 80, les années de la Movida. Et j'avais toujours trouvé que ce travail ne me concernait pas. Et donc, parallèlement à mes études, j'avais commencé à travailler déjà dans une peinture qui était un peu plus dans l'air du temps. C'était les temps de la trace avant-garde ou de la peinture, la nouvelle figuration en Allemagne, une sorte de néo-expressionnisme. Et bon, voilà, donc je faisais des tableaux, des grands tableaux. Et voilà, tout allait très bien. J'étais en Espagne, ça se vendait même. Et je suis décidé, enfin, il y a eu un échange des galeries. Enfin, j'étais invité par une galerie parisienne à exposer à Paris. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Paris en 1989. Et donc, à ma grande surprise, en France, dans ces années-là, la peinture était un peu en déclin. Il y avait eu une déconstruction de la peinture dans les années 70 qui avait laissé des traces énormes chez les peintres français et qui peut-être qui durent encore d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, il y avait d'autres formes plastiques qui se mettaient en place, comme la photographie, la vidéo, qui étaient beaucoup plus à même peut-être de représenter les inquiétudes des artistes de ces moments. En tout cas, moi, en tant que peintre, j'avais du mal à me situer dans ces contextes artistiques. Et dans ces mêmes moments, il y a eu, si vous vous souvenez, il y a eu la chute du mur de Berlin, les succès de Tiananmen et la première guerre du Golfe, qui a suivi avec une grande crise économique au marché de l'art, la fermeture des galeries, etc. Donc, mes galeries en Espagne ont fermé, ma galerie à Paris aussi, elle a fermé. Donc je me suis retrouvé à produire des peintures dans mon atelier sans pouvoir les exposer. Et ça a ouvert une période on va dire, de production sans exposition. Donc voilà, j'ai commencé à produire des tableaux tout en voyant ce qui se passait autour de moi. Et je voyais bien que la peinture telle que je l'avais appris ou telle que je l'avais développée n'avait pas d'écho. Et bon, il y avait toute une... Enfin, pour vous dire, je ne connaissais pas Support Surface à l'époque. Je venais d'une culture autre. Et donc, tout cet univers des post-peintures à la française est tombé un peu sur moi. Et voilà, je commençais à rentrer en crise, donc il y a eu une période assez longue de travail à l'atelier, de travail un peu infructueux. Alors je crois qu'il y a une anecdote que je raconte dans la thèse, et qui était une visite d'atelier d'un galériste de Barcelone. Voilà, donc comme dans ces cas-là, on prépare souvent l'atelier comme un showroom pour présenter des œuvres, on nettoie, on fait de la place. Et donc, voilà, je présente mes œuvres. Et sur une table, la table de mon bureau, il y avait un objet qui apparaît d'ailleurs dans une des photos qu'on verra peut-être dans cette boucle, et qui était une sorte de brique de peinture. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai travaillé à l'huile, et je malaxais les pigments, et je produisais la peinture matériellement moi-même. Et donc il y avait beaucoup de raclures, des restes de peinture que je mettais dans une boîte, vous savez, une boîte en bois comme celle qu'on utilise pour mettre des bouteilles de vin. Et donc cette boîte me servait à racler les spatules. Donc d'ailleurs, même quand il y avait trop de matière sur un des tableaux, j'ai raclé aussi, je mettais toutes ces peintures dans cette boîte. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, la boîte était remplie des raclures, des peintures. Donc c'est resté un moment comme ça, et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais enlever, je vais déboîter ces containers. Et voilà, donc
il a surgi comme ça, de ces moulages, un brique de peinture qui pesait très lourd. Et bon, je l'ai trouvé très beau, sans plus. Et donc, il est resté sur la table. Et il était là quand ces galeristes est venu. Alors, voilà, donc je présente mes tableaux et tout ça, il regarde tout. Et puis à un moment, il me dit, mais, et ce truc-là qui est sur la table, qu'est-ce que c'est? Oh, ben, j'ai dit, oh, c'est rien, c'est juste une poubelle de peinture où je mets la peinture. Donc il reste, ah oui, c'est très intéressant. Donc je l'explique comment j'avais fait ça. Bon, très intéressant, mais bon, pour moi, c'était la poubelle. Et donc en sortant, ces galeristes me disent, bah, écoute, ton travail, je sais pas, ça m'intéresse pas tellement que ça me rappelle ça et ça. Mais par contre, le brique de peinture sur la table, je trouve ça très intéressant. Donc il est parti, et je suis resté dans l'atelier un peu abasourdi, voilà, et j'ai commencé à regarder cet objet qui déjà m'avait interpellé, mais je ne sais pas mettre un nom sur cet objet. Et donc c'était un moment un peu charnière. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui vient voir mes tableaux, tout d'un coup est plus intéressé à voir la poubelle? Qu'est-ce qu'elle dit cette poubelle que je ne dis pas dans mes tableaux? Et bon, il y avait à côté de ces blocs de peinture, il y avait aussi des flaques. Enfin, comme vous verrez souvent dans les ateliers des peintres, ben, il y a plein de peintures au sol. Mes vêtements aussi étaient maculés, des peintures. Il y avait un tas de choses, les pinceaux en train de sécher, un tas d'objets qui parlent du travail, mais qui sont uniquement les résultats d'une labeur de peintre. Donc il y a la matière, il y a la couleur. Il y a juste le fait que c'est pas un format tableau. Et donc, d'abord, j'ai photographié ces choses-là. Ces lavabos que vous voyez ici, ces sols maculés de peinture, des choses qui étaient en périphérie du tableau, on va dire. Et c'est là où j'ai commencé à voir qu'il y avait soi-disant un intérêt possible à développer un travail, non pas à partir du tableau, mais à partir de tous ces phénomènes périphériques. Et sans me rendre auto compte, en fait, ces images ont commencé à constituer un corpus. Et d'ailleurs, il faut dire qu'à ce moment-là, ces photographies étaient des photographies argentiques. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu très lointain, mais c'était il y a seulement une vingtaine d'années. Et voilà, donc en fait, ces images que j'allais développer, que j'ai récupérées, que j'ai classées dans des albums comme ça, avec les négatifs pas trop loin, ont commencé à me parler d'une possibilité de travail. Or, voilà, toute la difficulté a consisté à comment présenter ces travails. Ce qui m'intéressait, c'était pas les images, évidemment. Les images, c'était un regard sur ce que je faisais, mais pas les œuvres. Donc, je commençais à travailler sur la première chose qui m'est venue, c'était les peintures au sol. Alors, bon, il faut savoir que la peinture au sol, la peinture à l'horizontale, on va dire d'abord, c'est un geste que tous les peintres connaissent. La peinture étant un élément qui est liquide ou fluide, plus ou moins épais. C'est quelque chose qui dégouline par sa propre nature, qui a tendance à l'horizontale. Donc j'ai commencé à travailler d'abord des peintures au sol, dans le sol de l'atelier. Et petit à petit, j'ai commencé à constituer des dossiers un peu dans ce sens. Il est venu une opportunité de faire une exposition où je pouvais peindre un sol. Et voilà, ça c'est par exemple des expériences dans le sol de l'atelier. À côté de ça, j'ai photographié d'autres événements qui avaient à voir avec les sols, ou avec l'horizontale, que ce soit la douche, que ce soit des gouttes qui tombent. Et en fait, le fait que je parle à la première personne, en fait, c'est tout simple. C'est que quand j'ai commencé l'écriture de cette thèse, d'abord, j'avais peut-être pas les outils nécessaires pour parler à la deuxième personne plurielle, non? Nous, le nous des universitaires, mais à parler tout simplement à la première personne. Et toute la première partie de la thèse, en fait, c'est un récit
un récit, un tas d'anecdotes qui ont à voir avec la constitution de ces changements des capes, qui a été l'effet des sortir du tableau. Il faut dire aussi qu'à l'heure actuelle, je suis revenu au tableau, non pas pour faire des tableaux exactement dans le même sens, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont mises en place, mais en fait les tableaux étaient toujours une sorte de référence, même quand j'essayais une fuite de ces formats et essayais, comme vous voyez ici, de travailler sur une peinture échappée du tableau. Donc les tableaux étaient quand même là comme une espèce d'étoiles polaires, des références. Et voilà. Donc les jeux, c'est pas un hasard, c'est que ça m'arrivait vraiment. Et j'avais l'impression que tout ce qui m'arrivait avait un sens et qu'il fallait le raconter comme ça, pour que ça puisse transmettre cette impression.